Bonjour, bienvenue sur le webinaire consacré à la qualité de vie au travail, organisé par le CECA dans le cadre de son programme de travail élaboré avec l'Agence régionale de santé et en collaboration donc avec le centre hospitalier d'Agen-Lérac, le CHU de Bordeaux et une ambassadrice du CECA. Merci mesdames de votre participation. Donc pour ce webinaire, on va vous proposer un programme. Vous avez, si vous le souhaitez, dans la barre de menu, la possibilité de télécharger le webinaire. Vous avez la possibilité dans l'onglet questions de poser vos questions. Et il est enregistré, donc nous vous adresserons donc le replay sera mis en ligne prochainement sur le site du CECA. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions au cours du webinaire. Est-ce que quelqu'un déjà juste pour m'assurer que tout fonctionne bien dans le champ questions, est-ce que ceux qui sont déjà connectés peuvent m'indiquer si tout fonctionne bien pour eux? Bon. À partir du principe que tout fonctionne bien. J'ai 13 connexions d'ouvertes pour l'instant, donc nous avons des personnes. Attendez. C'est OK, ça fonctionne. Ah, Mélanie, parfait. Merci de votre réponse. Donc, pour ce webinaire, donc nous l'avons organisé en différents temps. Un temps où Bénédicte Guerrier, ambassadrice du CECA, va nous présenter la QVT, mais la QVCT également. Hein. J'ai eu des questions pour dire, mais vous parlez de QVT, mais on n'est plus à la QVT. Mais nous le savons, ne vous inquiétez pas. Bénédicte, que je tutoie, parce qu'elle travaille depuis longue date au CECA, nous fera le lien avec la certification HAS et les évaluations médico-sociales, où ce sont une thématique abordée. Et puis surtout, l'important également, c'est ces retours d'expérience donc de nos collègues d'Agen-Lérac et du CHU, donc qui ont accepté de faire un retour d'expérience sur leur façon de mener un diagnostic QVCT. J'ai du mal à prononcer QVCT, je suis désolée. Et pour la petite blague, j'avais mis partout QVTC. Ça a été repris, mesdames, sur les diapos. D'aborder aussi deux points qui sont très importants actuellement pour vous, l'attractivité et l'accueil des nouveaux professionnels, ainsi que des actions spécifiques que vous aurez pu mener. Donc un grand merci donc à Madame Astruc, donc qui est directrice RH au centre hospitalier d'Agen-Lérac, Madame Ken, qui est directrice de l'organisation de l'attractivité et de la fidélisation au CHU de Bordeaux, Madame Denet-Marty, qui est directrice du centre hospitalier de Femelle, Bénédicte Guerrier, donc ambassadrice du CECA, et moi-même, Catherine Pourrin, directeur du CECA. Bénédicte, j'ai envie de te laisser la parole. Est-ce que tu es prête? Oui. Juste un petit affichage en diaporama. Oui. C'est parfait. Ouais, voilà, je te mets le diaporama. Encore merci de ta participation. Je sais que pour toi aussi aujourd'hui, c'était compliqué. Merci beaucoup. Je te laisse la parole pour nous permettre d'aborder les définitions et ces liens avec la certification, Bénédicte. D'accord, merci Catherine, bonjour à tous et à toutes. Voilà, juste quelques diapos sur en effet l'évolution entre la QVT et la QVCT. En effet, il y a eu une évolution et comme disait très justement Catherine, on n'a pas omis de le prendre en considération. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu les jalons, c'est qu'en effet, la qualité de vie au travail, elle a été promue par différents partenaires sociaux dans ce qu'on appelle l'ANI, c'est l'accord national interprofessionnel de 2013 sur la qualité de vie au travail. Donc, vous voyez, 2013, on a bientôt fêté les 20 ans. On a fêté les 20 ans, pardon. Et donc, cet accord a été
après étendu dans un arrêté en 2014 du 15 avril et qui permettait de faire une extension de cette ANI vers plutôt une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle. Déjà, il y avait déjà une première étape supplémentaire. Moi qui ai la main sur le diaporama. Voilà, diapo. C'est super. La petite diapo suivante, Catherine, et c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, sur la définition, ça c'est important quand même que vous puissiez bien identifier c'est quoi la qualité de vie au travail, parce qu'en effet, c'est un concept sur lequel il faut que vous puissiez vous assurer que vous êtes tous sur des définitions qui soient connues et communes. Donc, la qualité de vie au travail désigne et regroupe ce qu'on appelle les dispositions récurrentes, abordant notamment toutes les modalités de mise en œuvre en effet de l'organisation du travail qui vont favoriser, qui vont permettre de concilier toutes les modalités d'amélioration des conditions de vie et des conditions de travail et de vie pour les salariés, mais ce n'est pas un gros mot, mais aussi pour la performance collective de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est de dire que tous ensemble, on va vers, et donc pour améliorer les conditions de travail et de vie des professionnels, mais aussi dans un cadre de performance collective d'un organisme, d'une structure ou d'une entreprise. Donc, c'est bien ce volet un peu constitutif d'une responsabilité sociale d'entreprise qui va être assumé, que l'on peut retrouver aussi après dans des certifications type RSE, etc. Donc, c'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est tout cela est au cœur d'un dialogue social. Donc, toute la qualité de vie au travail et maintenant la QVCT sont en fait au cœur de votre dialogue social. C'est pour ça que c'est aussi très intéressant le retour d'expérience que l'on va avoir juste après avec nos collègues. Merci beaucoup. Alors, donc, ce fameux passage de la QVT vers la QVCT, alors, en fait, c'est quelque chose qui a été simplement harmonisé et qui semblait de bon sens. Donc, c'est un accord pareil de l'ANI de 2020, donc vous voyez qui est assez récent. Et donc, c'est en effet la qualité de vie et les conditions de travail. Donc, on a rajouté une impulsion complémentaire, les conditions de travail. Mais c'est vrai que quand on parle de qualité de vie du travail jusqu'à présent, c'était quand même quelque chose de sous-jacent, mais bon, maintenant, c'est bien ancré, donc on parle de la qualité de vie et des conditions de travail qui sont aussi tout à fait cohérentes quand on fait une analyse. Oui, je pense que, enfin, revenons, historiquement, on parlait de conditions de travail, après on a parlé de qualité de vie au travail, et maintenant il y a la jonction entre ces deux termes. Oui. Je pense aussi c'est qu'il y a eu peut-être des dérapages à la qualité de vie au travail qui ne prenaient plus en compte les conditions de travail, mais qui étaient que sur le champ du bien-être. Et voilà. C'est pour ça que je parle toujours de qualité de vie au travail, que j'entendais, moi, avec cette notion de conditions, bien sûr, de travail dedans. Je ne sais pas ce que tu en penses, Bénédicte. Si on oui, était avant, aussi c'était porté par ce qu'on appelle le CHSCT, qui est devenu maintenant le CSE. Et en effet, je ne sais pas, je t'entends parler, Catherine, non? Non. Ah non, non. D'accord. Et donc, en effet, c'était le CSE ou CHSCT qui le portait, ce travail sur les conditions de travail. Maintenant, en effet, c'est la QVT qui s'est renforcée avec les conditions de travail qui semblent cohérents parce que ça permet de repositionner véritablement qu'est-ce que c'est que la qualité du travail. Voilà. Transcendement, ça ne change pas grand-chose. J'espère que ma connexion va tenir, parce que j'ai eu des messages là, donc j'ai arrêté ma webcam concernant. D'accord. Ok. Est-ce que je peux avoir la diapo suivante? Voilà, les objectifs de la démarche. Merci beaucoup. Donc, les objectifs d'une démarche QVCT. Alors, on l'a résumé sur cette slide en quatre points un petit peu prégnants. C'est améliorer en effet les conditions dans lesquelles vos salariés exercent leur travail. Un point important, c'est la possibilité du coup de s'exprimer et d'agir sur son travail, c'est-à-dire qu'il y a véritablement un dialogue qui s'instaure autour de ces conditions. Apprendre à mieux fonctionner ensemble, donc on le verra aussi
ces retours d'expérience, c'est comment on peut faire de la cohésion d'équipe, avoir des lignes directrices communes, mais aussi, par exemple, ça peut être des expériences de vie ma vie, c'est-à-dire, voilà, quel est le métier de l'autre, quelles sont ses contraintes, comment il travaille, comment il fonctionne, et donc avoir un petit peu cette compréhension du travail de chacun, du métier de chacun. Et puis, en effet, un autre objectif intéressant, c'est permettre à chacun de participer aux évolutions, c'est-à-dire que tout le monde est partie prenante, intéressée, on va dire, donc véritablement ayant un impact fort sur les évolutions d'une organisation, que ce soit en effet une organisation en instant T, mais aussi dans tous les projets qui peuvent être menés, suivis. Donc, comment on s'implique, comment on s'imprime dans ces nouveaux projets. Et puis, un développement acceptable et soutenable, c'est un peu le but, un des objectifs, c'est comment tous ensemble, on peut en effet travailler dans des meilleures conditions, travailler avec des projets communs, avoir cet esprit de fédérer les professionnels autour de thématiques qui sont importantes pour vos structures, et donc avoir une modélisation de quelque chose qui soit périn, qui soit donc du coup acceptable, soutenable, et donc en effet dans le temps, c'est pas un événement je dirais un petit peu en pic, et puis voilà, on met des actions sur la QVCT, et puis dans 2 ans, il ne se passe plus rien. C'est plutôt dans une action de pérennisation qu'il faut voir en effet une démarche QVCT. Une démarche QVCT, ça prend du temps. Merci pour rappeler ce contexte. Après, tu voulais nous présenter quelques modèles, mais très rapidement, s'il te plaît, Bénédicte. Oui, je vais être rapide. À nos collègues. Oui, non, mais je t'en prie. Merci beaucoup. Après, voilà, comme tout le monde aura le support, vous pourrez vous en inspirer. Voilà, c'était quelques slides juste pour vous rappeler de ce qu'on appelle la roue de la NIE. Donc, avec une sorte de quadrillage en 4 thématiques et puis une resegmentation. C'est en effet mieux s'anticiper, mieux vivre ensemble, mieux se réaliser et mieux travailler ensemble. Et autour de ces 4 axes forts, ça a été redécoupé sur des éléments sur lesquels ça peut aussi vous apporter des domaines sur lesquels vous pouvez vous questionner et travailler. L'égalité professionnelle, les relations sociales, la conciliation, ces fameux équilibres vie personnelle et professionnelle, la réalisation de son développement personnel, tout ce qui est ce qu'on disait précédemment, l'engagement. Et puis après, voilà, tout mon métier, toute mon activité au sein d'une structure, c'est quoi le contenu de mon travail, comment est organisé mon travail, comment je travaille aussi en relation avec au sein de mes équipes et inter-équipes. Et puis après, tous les environnements physiques qui sont aussi très importants à prendre en considération. Et puis aussi la partie information partagée, c'est-à-dire toute la partie communication, lien, de communication étroit ou plus ou moins étroit. Et donc ça, c'est des points très importants à intégrer. Ouais, et je trouve que présenter comme ça, c'est plus parlant que conditions, d'avoir ajouté conditions de travail. Voilà. Merci pour cette présentation. Alors, tu voulais évoquer ce modèle. Voilà, alors après, il faut que tu rajoutes une autre petite slide parce qu'il y a un petit élément chapeau. Hop, voilà. Merci beaucoup, Catherine. Alors, voilà, il y a une autre modélisation qui est une modélisation québécoise. Donc, c'est sur la norme 9700-800 BNQ. Donc, on vous a mis les références juste en dessous de la slide. Donc, c'est un référentiel qui n'est pas sur la QVCT, mais qui est sur la santé et la qualité de vie au travail. Donc, il y a un sujet de santé qui est inclus. Donc, c'est juste pour vous en faire part, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des expériences qui sont menées dans d'autres pays qui peuvent aussi être intéressantes, donc qui sont construites un peu comme les slides précédentes, c'est-à-dire qu'il y a un référentiel qui est donc cet élément normatif qui est basé sur un principe, donc un engagement important au niveau de la direction avec des éléments
concret, visible, c'est-à-dire c'est pas juste une lettre d'engagement, mais il y a vraiment des engagements très fermes avec des objectifs, très objectivés, pardon. Un partenariat très étroit avec l'ensemble de tous les intervenants concernés au sein de l'entreprise. Et puis, le fait de respecter le caractère volontaire à la participation des personnes. Personne n'est obligé, c'est basé sur le volontariat pour en effet être dans une démarche de santé, qualité de vie au travail, avec donc 4 sphères d'implémentation pour implémenter en effet cette santé, qualité de vie au travail, basée sur les pratiques de management, qui sont du coup challengées, les habitudes de vie des salariés, cet équilibre entre la conciliation vie personnelle et vie professionnelle, et aussi tout l'environnement de travail. Donc, il y a une dimension qui n'est pas dans les 4 fondamentaux et dans les 10 domaines de l'ANI qu'on a vu précédemment, c'est les habitudes de vie. Voilà, ça c'est quelque chose de complètement spécifique au niveau de cette norme, mais que je vous engage à consulter parce qu'elle est aussi très riche et elle peut nous interroger. Et puis avec... Ouais, c'est important de vous la présenter parce que vous savez qu'il y a des évolutions dans la formation, l'évolution du DPC vers la certification périodique, notamment des différents professionnels de santé, dont les médecins. Et dans cette certification périodique, il y a des attendus sur la prise en compte de sa santé. Donc, voilà. Donc c'est le petit élément. C'est important. Voilà. C'est le petit élément en effet que vous voyez de façon verticale, c'est santé physique et psychologique. Alors je sais que sur le territoire national, c'est encore quelque chose qui est difficile à implémenter. Par contre, en effet, notamment au Québec et sur d'autres pays, moi je connais, c'est quelque chose qui est complètement intégré dans la qualité de vie au travail, c'est-à-dire qu'on discute librement de la santé physique et psychologique des salariés pour en effet être beaucoup plus fin dans les actions qui peuvent être proposées pour mettre en place des actions très concrètes. Avec donc slide après qui est juste à côté. Hein. C'est les 5 étapes d'implémentation. C'est vraiment ce que vous connaissez peut-être déjà sur vos démarches qualité, hein, la fameuse plan do check-out, hein, la roue de Deming, comme toute mise en place d'un projet. C'est l'engagement de la direction. La création, alors eux, ce qu'ils appellent un comité de santé et mieux-être, mais à vous de voir ce qui vous semble opportun dans la dénomination. Il y a un gros travail d'état des lieux avec des collectes de données pour en effet enrichir l'état des lieux, avoir une photographie la plus précise possible pour en effet après mettre tout ça en musique au travers d'un plan d'action. Et puis, comme toute démarche, prendre le temps de la mise en œuvre de toutes ces actions pour après, en effet, faire une évaluation. Et puis après, on commence le cycle d'amélioration pour être vraiment dans une pérennisation de cette démarche de santé et qualité de vie au travail. Voilà, c'était une petite slide pour vous dire qu'au niveau international, il y a une vision avec un scope un peu différent, où il y a en effet quelque chose qui est un petit peu inpunté, c'est la santé physique et psychologique et les habitudes de vie des salariés, voilà ce qu'on appelle les entreprises en santé. Une vision plus systémique. Merci Bénédicte. Donc ce que vous voulez évoquer, rappeler, mais vraiment brièvement. Oui, voilà, c'était juste pour vous dire que tout ça, ça a du lien, c'est-à-dire que quand vous allez travailler sur cette thématique, ça va vous permettre de le valoriser au sein, notamment soit de votre certification, si vous êtes établissement sanitaire, au niveau de votre certification par la Haute Autorité de Santé, parce qu'en effet, il y a un chapitre, le chapitre 3, qui reprend ces thématiques-là. Et puis aussi, on a l'évaluation HAS dans le cadre du référentiel du manuel d'évaluation de la qualité des ESMS sur la thématique politique de ressources humaines, où là aussi, il y a 2 thématiques fortes sur, qui s'appellent encore qualité de vie au travail. Hein. C'est encore les terminologies qui sont encore utilisées dans ces manuels, mais qui vont peut-être être mises à jour. Voilà. Et donc après, les slides qu'on vous a évoqués, je ne veux pas prendre trop de temps par rapport au retour d'expérience, sont extrêmement riches. Voilà, à chaque fois, on nous a mis des slides explicitant les attendus, à la fois pour le référentiel de la HAS et à la fois pour le référentiel des ESMS, un peu le décryptage des critères qui vont être investigués et les attendus à ce niveau-là.
Mais voilà, je ne veux pas passer trop de temps comme Catherine le disait, mais c'est important de dire que le travail que vous allez mener sur cette thématique, vous allez pouvoir l'enrichir au travers de soit vos certifications HAS, soit de vos démarches de mise en conformité en établissement sanitaire et médico, enfin, SMS, médico-sociaux et sociaux, pardon. Voilà, donc c'était aussi pour dire que voilà, tout ça, il faut que vous arriviez à dire, mais oui, on met en place la vie au travail de la QVCT maintenant, mais ça va nous servir aussi à pouvoir répondre favorablement à certains attendus. Et mes collègues pourront faire part en effet d'un retour d'expérience extrêmement favorable, toutes les actions qu'ils ont pu en mettre, avec des points forts qui ont pu être en effet valorisés par la Haute Autorité de Santé. Merci Bénédicte. Avec plaisir. Je vais devoir un petit peu m'absenter, mais je vais essayer de faire mon fil. Ne s'inquiète pas si on te voit disparaître. Très bonne journée, Bénédicte. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Bénédicte. Alors, ces retours d'expérience et regards croisés, donc merci à ces deux établissements d'être là avec nous aujourd'hui. Pour préparer ce webinaire, mesdames, vous m'avez évoqué trois points importants dans vos travaux. C'est construire en écoutant, c'est bien. C'est penser aux nouveaux professionnels, les professionnels de demain. Et puis, c'est de s'interroger, de se questionner sur certains modes d'activité, notamment la nuit, on va le revoir, qui nécessitent vraiment des travaux très spécifiques. Donc, vous avez construit, je vous remercie de ce travail collaboratif, un premier point où vous vouliez aborder votre étape diagnostique qui avait initié tous vos travaux. Donc, je vais proposer à Jeanne Hérac, à mesdames Astruc et Denay-Marty de s'exprimer. Puis après, madame Ken pour le CHU de Bordeaux, vous pourrez aussi présenter votre tour d'expérience. Je vous laisse la parole, madame Astruc et madame Denay. Alors, ce sera Madame Denay qui va présenter parce que c'est elle qui a mené l'action. Je lui ai succédé sur le poste seulement depuis le mois d'octobre et je ne me permettrai pas de présenter quelque chose que je n'ai pas fait. Pour autant, bonjour à tout le monde, bonjour Docteur Pourrin, merci au CK de nous réinviter puisque c'est le deuxième webinaire auquel le Centre hospitalier d'Jeanne Hérac participe et notamment pour faire suite au premier retour d'expérience qui était sur la semaine QVT 2022. Et effectivement, bonjour à Bénédicte aussi qui nous a quittés, mais qui va revenir, et à Perrine. Donc, l'idée pour nous, c'était de faire un petit point sur le diagnostic et les démarches d'enquête. Comme ça a été dit sur la partie inaugurale, c'est très important d'avoir déjà un fort investissement de la direction dans toutes ces démarches de QVCT, puisque sinon, ça reste à l'état embryonnaire, et également d'associer tous les acteurs, notamment les partenaires sociaux, mais également, comme on a dit, la notion d'écoute des professionnels est fondamentale dans cet accompagnement-là. Donc, pour la partie diagnostic sur le centre hospitalier à Jeanne Hérac, effectivement, c'était depuis 2021 un enjeu fort pour l'établissement de pouvoir travailler les notions d'attractivité, fidélisation des personnels, notamment sur les métiers en tension, que sont nos soignants. Suite à une période de Covid qui avait été assez dévastatrice sur le recrutement et le maintien en emploi. De ce fait, on avait travaillé un questionnaire social qui a été accompagné sur l'année 2022 avec une première itération de questionnaire qui a donné lieu à un certain nombre de retours des professionnels. Et suite à ces retours de professionnels, l'établissement a fait le choix d'élaborer un plan d'action qui s'est traduit autour de 12 fiches actions. J'en ai repéré quelques-unes pour pouvoir être assez synthétique, qui pouvaient être intéressantes dans le cadre de ce webinaire, et notamment en lien avec tout ce qui était semaine QVT, même si toutes les actions ne se limitent pas à une semaine par an, bien sûr. L'idée, c'était de faire un focus fort chaque année sur la semaine QVT, donc qui est la troisième semaine ou la dernière semaine de juin. Et de ce fait, cette année, on a réitéré ces actions-là. Alors, on a pris le retour d'expérience de l'année dernière, qui était le fait de se mettre plus visible dans des lieux de passage,
de pouvoir faire la démarche sur l'ensemble des sites de la direction commune et d'instaurer petit à petit une culture, notamment à travers le développement de conférences, d'ateliers sur des pratiques managériales, manager dans le changement, manager dans des situations complexes, et puis de réitérer des actions bien-être qu'on avait déjà mis en place l'année dernière autour d'ateliers de sophrologie, de massage, également le passage de l'équipe de rééducation dans les différents services autour de temps d'étirement, d'échauffement pour pouvoir prévenir les TMS notamment. Il y avait également des actions en faveur des bonnes pratiques de nutrition, de diététique. Tout cela a été renouvelé et cette année, il y a eu, à la différence de l'année d'avant, une enquête de satisfaction suite à cette semaine pour voir si les personnels étaient contents et surtout ce qu'ils préconisaient qu'on puisse mettre en place pour l'année d'après. Et au-delà de cette semaine QVT, c'est important de mettre des actions ponctuelles tout au long de l'année, notamment le recrutement d'une sophrologue pour les patients sur l'établissement a permis de pouvoir proposer aux agents aussi qui le souhaitaient des ateliers de sophrologie. Il y a aussi un test sur l'hypno-VR sur l'établissement qui est un système de casque de réalité virtuelle avec des méthodes de relaxation associées qui peuvent être aussi utilisées pour les patients, notamment apparentées à des méthodes d'hypnose, et également tout ce qui est en lien avec le geste et posture pour pouvoir accompagner les personnels qui auraient des tensions musculaires à pouvoir ne pas attaquer une séance de travail sans avoir un échauffement musculaire. Donc ça, c'est encouragé. Et également, les personnels ont aussi parlé d'une salle dédiée qui pourrait permettre de recentrer tous ces ateliers-là parce que c'est pas possible de mettre en place ces actions de façon permanente dans les services, mais ça peut être fait sous forme de visio également, où il y a des exercices qui sont proposés et les professionnels peuvent se connecter un peu sous le même principe que l'enseignement à distance. Et puis, deux autres actions qui ont été retenues aussi, c'est la formation des cadres à la gestion des conflits, qui est prioritaire sur l'établissement, puisque effectivement, il y avait une vraie problématique de solutionner et d'accompagner les professionnels, qu'ils soient médicaux ou non médicaux, dans la gestion des conflits, pour améliorer les conditions de travail, bien sûr, et augmenter la satisfaction au travail. Dans le prolongement de cette action, on a aussi voulu aller un peu plus loin et travailler la formation de conciliateurs à l'échelle du GHT 47, qui regroupe tous les établissements publics du département. Et il y a donc récemment un groupe qui a été formé d'une quinzaine de personnes avec une vocation après de mettre en place une cellule de conciliation pour des situations qui dépasseraient le rang institutionnel et qui permettraient de solutionner des situations de tension ou de désaccord entre professionnels avant de faire recours à la médiation nationale. Donc, ce que j'ai mis en point de vigilance, c'est que c'est important d'associer les acteurs, effectivement, et puis d'aller jusqu'au bout de la démarche en recueillant aussi leur satisfaction pour pouvoir s'améliorer d'une année à l'autre. Merci, Madame Denay. Madame Ken, vous vouliez compléter sur les actions du CHU. Vous aviez identifié, donc vous avez aussi réalisé une enquête et mené en place donc des actions concrètes auprès des professionnels de nuit. Pouvez-vous nous en parler? Excusez-moi, j'avais coupé le son. Bonjour à tous, merci, merci à tous et merci au CK pour l'invitation. Je veux pas, enfin, on s'était réparti un peu les interventions de cette façon-là, c'est-à-dire qu'au CHU de Bordeaux, il y a aussi des démarches globales d'enquête de type baromètre social et puis vraiment très régulièrement cette logique d'écouter les professionnels qui me semble essentiel. Je rejoins complètement Vanessa là-dessus. Mais là, l'idée, c'était d'apporter un point de vue un peu différent en présentant une enquête et des actions qui ont été faites spécifiquement pour une population donnée, parce que c'est aussi une façon
faire, de pouvoir aussi se concentrer sur une population spécifique quand on sait qu'il y a des difficultés particulières, soit en matière d'attractivité, soit en matière de conditions de travail, sachant que les deux sont liés justement. Donc, c'est ce qu'on a fait au CHU de Bordeaux en se focalisant sur les professionnels de nuit, puisqu'en attendant d'avoir des annonces gouvernementales et une réforme sur la valorisation et les conditions de travail des professionnels de nuit qui, on savait, étaient en cours, on se disait qu'on avait aussi, nous, en interne, des marges de manœuvre et qu'il fallait qu'on puisse rapidement les actionner. Donc, on a démarré là aussi par une démarche d'enquête, puisque je pense qu'effectivement, c'est essentiel systématiquement de commencer par écouter les professionnels pour être sûr que nos actions correspondent à leurs attentes et puis de pouvoir vraiment focaliser notre énergie sur l'essentiel. Et donc, on a déjà co-construit le questionnaire avec un certain nombre de professionnels au sein d'un groupe de travail. Et ensuite, un point qui me semblait essentiel de rappeler, parce qu'on ne le fait pas systématiquement, parce qu'en fait, on a souvent envie de passer à la phase suivante, qui est la phase de mise en œuvre du plan d'action à partir des résultats de cette enquête. Mais pour autant, il y a une phase essentielle qui est la phase d'analyse, mais surtout de diffusion des résultats. Parce qu'en fait, les professionnels qui ont participé à l'enquête, qui ont pris le temps pour le faire, apprécient, et c'est normal que effectivement on puisse leur donner les résultats de cette enquête et puis les concerter aussi sur la façon dont on l'analyse et on va la mettre en œuvre. Et donc, suite à ça, on a pu élaborer un plan d'action qu'on a souhaité vraiment très simple, très pragmatique pour pouvoir le mettre en œuvre rapidement et pour voir vraiment des impacts concrets. Et donc, parmi l'ensemble des attentes qui nous avaient été remontées par les professionnels de nuit, on en a choisi quelques-unes seulement. Mais le plan est itératif, hein, donc on va pouvoir, maintenant qu'on les a concrètement mises en œuvre, on va pouvoir passer à d'autres actions. Mais c'était pour eux, ce qui était important, c'est d'avoir accès aux espaces RH qui sont présents sur site, mais bien sûr sur des horaires de jour. Donc, c'était de pouvoir s'organiser pour pouvoir mettre en place une permanence à certains moments du mois pour pouvoir échanger avec les professionnels de nuit. Et également que l'encadrement puisse aussi s'organiser, parce qu'on a la particularité au CHU de Bordeaux d'avoir à la fois des encadrants de nuit, mais qui sont là pour l'ensemble des professionnels d'un site, mais aussi les cadres d'unité qui, eux, travaillent de jour et qui, parfois, ne sont pas en lien de proximité avec les professionnels de nuit. Donc ça aussi, ça faisait partie de leur demande. Et puis ensuite, une autre demande qui était très importante et sur laquelle on a vraiment voulu réagir rapidement, leur demande, c'était de pouvoir avoir à maintenir et développer leurs compétences. Et pour cela, ça passe par la formation, bien sûr, mais des formations avec des formats spécifiques du fait de leurs contraintes et de leurs horaires de travail. Donc, en fait, on est parti plutôt sur ce qu'on a appelé des ateliers compétences d'un format plutôt court et qu'on peut leur proposer avec des horaires qui leur conviennent par rapport à leurs horaires de travail. Leur enjeu, c'était à la fois de maintenir, développer leurs compétences, dans l'idée de pouvoir repasser éventuellement sur un poste de jour s'ils le souhaitaient. Donc, on a mis en place quatre ateliers compétences. Sortie contre avis médical donc là vraiment centré sur leurs problématiques métiers. Qui fait quoi la nuit au CHU? Ça, c'est le dernier qu'on a expérimenté de façon beaucoup plus large, mais ça répondait complètement à leur demande. Alimentation et travail de nuit, là, c'est moins un atelier compétences finalement qu'un atelier plus qualité de vie au travail, puisqu'en fait, on sait que la nuit, avec le travail de nuit et le rythme biologique, parfois, peuvent un peu poser problème. Donc c'était vraiment une thématique qu'ils ont choisie.
et soit en post-mortem et accompagnement. C'était également leur souhait de pouvoir mettre en place cet atelier sur cette thématique-là. Donc notre souhait, c'était vraiment de pouvoir mettre ça en place très rapidement et ils ont été très satisfaits donc puisqu'on a eu des évaluations très positives sur ces 4 ateliers. Avec l'idée ensuite de pouvoir effectivement proposer d'autres thématiques. Et enfin, si je finis sur cette démarche, même si on pourra en dire beaucoup plus, ce qui était important aussi pour nous, c'est de vérifier régulièrement que les actions qu'on avait sélectionnées et celles qu'on avait mises en œuvre correspondaient vraiment aux attentes des professionnels au-delà du petit groupe qu'on espère représentatif qui a participé à la mise en œuvre du projet. Et donc, par rapport à ça, on a mis en place aussi des rencontres régulières de l'ensemble des professionnels de nuit avec on va concrètement sur les différents sites de l'hôpital 2 fois par an pour vraiment avoir un temps d'échange complètement informel en fait, parce qu'il n'y a pas d'ordre du jour particulier, mais ça nous permet vraiment d'avoir cette proximité et ce temps d'écoute, de présenter finalement ce qu'on va mettre en place, ce qu'on met en place et de vérifier que ça leur convient et de voir au fur et à mesure en fait il y a d'autres besoins aussi qui émergent et qui nous permettent d'alimenter notre réflexion et notre plan d'action. Merci, merci madame. Donc, vous aviez, voilà, on a reçu lorsque les personnes sont inscrites des questionnements. Vous avez répondu à certaines déjà des questions qui portaient sur des exemples d'animation. Donc, depuis le début, vous ne donnez que des exemples pratiques où les équipes sont vraiment sollicitées en direct. On est loin de simples supports d'information, même si aussi c'est des choses demandées. Si peut-être dans vos établissements sur Agen et Bordeaux, vous avez des exemples intéressants de supports d'information que vous avez utilisés dans le cadre de ces démarches-là, si vous souhaitez les partager, le CECA pourra les associer à ce support. Alors, un autre élément que dans nos échanges préparatoires à ce webinaire était donc le temps de l'intégration et l'accueil. Donc un élément essentiel pour vous dans ce processus de qualité de vie au travail et conditions de travail. Alors, en effet, dans le cadre de l'accompagnement du plan d'action dont je parlais précédemment sur le centre hospitalier Agen-Nérac, il y avait 2 axes forts sur les nouveaux arrivants. L'axe stagiaires et apprenants en santé, puisqu'on accueille beaucoup dans le cadre de formation en alternance de futurs professionnels de santé, que ce soit des paramédicaux ou des médico-techniques, tout comme on en accueille aussi au niveau médical à travers les internes. Donc l'idée, c'était de parfaire un peu nos pratiques en termes d'accueil et d'accompagnement de ces stagiaires et apprenants en santé. Donc il y a eu un gros travail de fait avec les instituts de formation à travers la présentation du lieu d'accueil, à travers des livrets d'accueil notamment pour présenter les services, les professionnels, etc. Des démarches aussi qui n'ont pas abouti complètement de trombinoscope, puisque bon, c'était important aussi pour nous que les étudiants et les futurs arrivants puissent identifier les personnes, on va dire, clés d'un service. Donc, ça peut être les médecins, médecins-chefs, les cadres, les directeurs, etc. Donc ça n'a pas abouti encore complètement. L'idée, c'était aussi de retravailler sur les visites d'établissement, parce qu'avec le Covid, ça ne se faisait plus. Les journées d'intégration, la rencontre avec les futurs accueillants. Après, on a, dans le prolongement de ces apprenants en santé, travaillé bien sûr l'intégration et l'accueil des nouveaux arrivants, des futurs recrutés, même avant leur intégration de l'établissement. Et donc, on a notamment beaucoup réfléchi en termes de formation, systématiser des formations dès leur arrivée, notamment sur le volet informatique, sur la prise en main du poste de travail informatique. Donc ça, c'est fait chaque semaine et il y a une équipe qui est dédiée pour ça. Pareil pour l'utilisation du dossier patient informatisé pour ceux qui ont à l'utiliser. Il y a des sessions spécifiques dès la première semaine d'intégration pour qu'ils soient d'emblée à l'aise
qu'ils aient leur code. On a mis en place également une enveloppe d'accueil avec un mot du directeur, un badge, les codes d'accès, enfin tout ce qui est facilitant, les numéros de vestiaire, etc. Donc ça, c'est vrai que ça a été pratico-pratique et très rapidement mis en place et ça a d'emblée montré une dynamique d'accueil. Et d'ailleurs, quand on a fait les évaluations des satisfactions des nouveaux arrivants, 15 jours après leur prise de poste, on a eu des retours positifs sur ce volet-là notamment. Ensuite, un peu plus profondément sur la fidélisation des personnels, hein, puisque là c'était vraiment la notion d'attractivité et de recrutement. Il a fallu travailler toute la démarche managériale de gestion des personnels, notamment à travers un management bienveillant. Alors, sans que ce soit au sens galvaudé du terme, mais il y avait, on va dire, des pratiques managériales hétérogènes sur l'établissement et une volonté de travailler sur le fond un projet managérial. Donc là, ça se fait sous la forme d'une démarche projet avec un groupe de travail. On a la chance d'avoir un groupe de cadres de pôle qui est assez ancien dans l'établissement et qui connaît très bien les organisations, qui permet d'accompagner cette démarche qui est en cours et qui devrait aboutir à une charte ou assimilée pour pouvoir avoir des méthodes d'accompagnement du management similaires à peu près dans tous les services. Donc, tous ces éléments-là nous permettent aussi d'accorder vraiment de l'écoute à nos professionnels, de pouvoir détecter leurs talents et les accompagner à travers des démarches un petit peu plus individualisées. Donc, voilà pour la partie accueil et intégration au CHAN. Très bien. Donc, sur le CHU, vous vouliez compléter, madame Ken? Oui, je peux compléter sans redire ce qu'a dit Vanessa, parce que bon, c'est vrai que du coup, on voit aussi, hein, et les personnes qui sont connectées doivent se retrouver parce que finalement, dans les différents établissements, on met en place souvent les mêmes mesures. Nous, le point de départ de notre réflexion au CHU de Bordeaux, c'est lié aussi à la taille de l'établissement en fait, parce que on avait de multiples points d'accueil et donc quand on a réfléchi sur l'accueil du nouvel arrivant, on s'est vraiment posé la question de quel est le bon message qu'on doit donner au bon endroit et au bon moment pour que le professionnel se sente bien accueilli et toutes les clés qui lui permettent de prendre ses fonctions dans les meilleures conditions. Donc, on a vraiment essayé de se mettre à sa place et de réfléchir à partir de la position du professionnel, quel que soit son profil, sur vraiment le timing, l'interlocuteur en fait qui devait lui remettre l'information et le lieu également le plus approprié entre le service d'une part, parce qu'effectivement ça reste quand même, on le sait bien, le lieu où le premier sentiment d'appartenance c'est quand même au service, donc c'est vraiment important de travailler l'accueil à ce niveau-là. Et par rapport à ça, on a essayé de proposer au cadre du CHU des kits d'accueil, donc pour qu'ensuite ils peuvent totalement personnaliser, bien sûr. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir leur faciliter le travail. Donc tout ce qui va être plan, organigramme, tout ça, on a proposé des choses. Et puis aussi, on a proposé un support pour un entretien d'accueil avec le nouvel arrivant, à la fois donc un support pour le cadre, pour faire non pas attendre finalement l'entretien d'évaluation pour faire ce travail, mais donc de pouvoir avoir cet entretien d'accueil pour faire un point, vérifier que déjà au niveau logistique tout est OK, et puis aussi au niveau ensuite de pouvoir construire à partir de là le parcours d'intégration de l'agent. Et puis on a également proposé un support pour le professionnel lui-même, finalement, pour le rendre aussi acteur de son arrivée dans l'établissement, et donc de lui indiquer ce qui nous semble être nécessaire, les interlocuteurs à rencontrer, les informations à récolter, et auprès de qui il peut se tourner pour justement récolter ces différentes informations ou aller se renseigner sur intranet, etc. Mais au moins d'avoir cette liste, ça
ça donne l'idée. Et puis, ça montre aussi que les informations existent parce que finalement, on se rend compte qu'on met à disposition énormément d'informations, mais qu'elles ne sont pas toujours connues et donc utilisées. Et ça, c'est dommage. Et donc, effectivement, derrière l'accueil, il y a la notion aussi d'intégration. J'ai commencé à en parler un petit peu juste avant. Qui va être importante. Et ça, l'intégration, on l'a réfléchi aussi sur le temps plus long, en fait, où le professionnel doit pouvoir s'intégrer dans son service. Mais après, au-delà du service, il s'inscrit dans un pôle, il s'inscrit sur un site, il s'inscrit dans un établissement. Et du coup, sur ce temps d'intégration, on propose aussi que progressivement, il puisse aller découvrir le service d'à côté, le fonctionnement du pôle, d'autres choses aussi au niveau du site, pour que là aussi, finalement, au-delà du service, le sentiment d'appartenance soit élargi. Donc ça, c'est vraiment sur l'accueil au niveau des services. Ensuite, on a réfléchi aussi à un accueil au niveau des sites mensuels et puis un accueil institutionnel qu'on a souhaité faire évoluer parce qu'auparavant, c'était sur une journée complète avec beaucoup d'informations. Enfin, en tout cas, c'était les retours qui nous étaient faits. Alors que, en fait, ces informations-là, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir les donner plus rapidement aux agents, de façon beaucoup plus fluide, et que sur ce temps d'accueil institutionnel, on est plutôt sur quelque chose de convivial, en dehors du CHU, pour finalement reconnaître l'engagement aussi des professionnels avec nous, à nos côtés, et leur donner envie de poursuivre. Donc, on a organisé, par exemple, l'année dernière, en partenariat avec l'Opéra national de Bordeaux, on a invité les nouveaux professionnels à un concert à l'auditorium et on renouvellera en 2024, mais dans un autre lieu, avec un autre concept, pour remercier les professionnels de leur engagement. Et puis ensuite, ce que je voulais évoquer aussi, s'il me reste deux petites minutes, c'est notre dispositif de tutorat qui est, je pense, très important pour pouvoir accompagner les professionnels dans leur prise de poste et même aussi accompagner les étudiants. Et donc, en fait, on a travaillé ça avec les partenaires sociaux dans le cadre d'un accord local qu'on a signé en fin d'année 2022, où finalement, sur les dispositifs ARS qui nous avaient été octroyés, et notamment sur le dispositif des heures supplémentaires surmajorées, on a souhaité les mobiliser et les flécher pour valoriser les professionnels qui s'inscrivent comme tuteurs dans l'établissement. Donc c'est une démarche qui est aujourd'hui mise en place, qui permet donc de valoriser les tuteurs qui s'impliquent concrètement aux côtés des professionnels, des nouveaux professionnels et des étudiants en santé, et de pouvoir de les faire perdurer sur ces fonctions-là, les accompagner aussi bien sûr en termes on a une formation également au tutorat, et puis un groupe de tuteurs qui peut échanger en matière de pratique. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment intéressant à réfléchir pour quel que soit l'établissement. Et puis j'avais cité sur la diapo un point de vigilance, c'est que sur cette question de l'accueil et de l'intégration, et on avait échangé aussi avec Vanessa et Valérie sur cette question-là, et on partageait ce constat, c'est qu'on a quand même des difficultés à mesurer la satisfaction des professionnels. On essaye de les contacter, y compris avec des moyens plus moderne entre guillemets, par exemple par SMS, ou voilà, pour essayer de faire en sorte qu'ils répondent un maximum, pour mesurer très simplement leur satisfaction sur l'accueil. Et on a assez peu de retours. Donc pour l'instant, notre démarche, on arrive à l'évaluer plutôt grâce au retour de l'encadrement, mais pas encore suffisamment de la part des nouveaux professionnels. Est-ce que souvent on évoque cette notion de, je crois, d'entretien d'étonnement, c'est-à-dire quelle est la perception d'un nouveau dans l'établissement avec son regard neuf? C'est quelque chose que vous pratiquez ou qui pourrait être mis en place, ces entretiens d'étonnement? Ça fait partie justement de ce qu'on propose dans notre checklist. Mais aujourd'hui, force est de constater que ça n'est pas
n'y a pas forcément d'enthousiasme à le faire. Voilà, que ce soit de la part des nouveaux professionnels ou de la part de l'encadrement. Donc, il faut qu'on réajuste, il faut qu'on le simplifie, parce que c'est souvent ce qui est demandé, hein, vraiment des choses très, très simples. Mais je pense que c'est important. C'est pas encore, je pense, dans la culture française, cette approche plutôt anglo-saxonne. Merci. Alors, un dernier point que l'on voulait partager pour ce webinaire, c'était le dernier point concernant le travail en équipe. Alors, le travail en équipe, c'est important. On s'y attache beaucoup au CK parce que dans nos outils de mesure de la culture sécurité, le travail en équipe est une dimension de la culture sécurité. Et on voit que cette dimension, c'est celle qui tient le mieux et qui tient encore. Hein. On vient de communiquer sur l'enquête nationale portée par la FORAP sur la mesure de la culture sécurité, où il y a plus de 50 000 professionnels au niveau national qui ont répondu, une soixantaine, presque 70 établissements dans notre région. Et la dimension travail en équipe par rapport aux autres dimensions est celle qui tient encore. Donc, il ne faut pas lâcher. Donc, quelles sont les actions que vous avez pu mener sur ce travail en équipe à Agen, Madame Denay, Agen-Nérac, pardon. Oui. Eh bien, comme vous l'avez dit, c'est fondamental le travail en équipe, puisqu'on ne pourrait pas faire fonctionner nos organisations de santé sans ça. Et notamment, pour nous à l'hôpital, l'intégration entre le travail des médecins, des paramédicaux, des médico-techniques et, j'ai envie de dire, de toutes les fonctions support associées. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, il y a un certain nombre d'outils que vous avez cités au CK notamment, mais on a souhaité aussi associer la dynamique de travail en faveur de la QVT aussi au corps médical. D'ailleurs, ça a été une proposition qui a été faite par les médecins eux-mêmes, qui a été validée par la CME. Donc, ils mettent en place des temps de travail qui sont conviviaux autour de déjeuners de travail, appelés les déjeuners de l'actualité médicale tous les 15 jours. Ils proposent eux-mêmes des thématiques qui peuvent intéresser aussi des non-médicaux, hein, puisque c'est par exemple autour du diabète, autour du soin palliatif, de la parentalité. Enfin, il peut y avoir un certain nombre de sujets qui peuvent intéresser toute spécialité. Donc ça, on a trouvé ça intéressant. Après, il y a eu un travail également convivial aussi pour faire connaître un peu les activités notamment organisées par des équipes entières hein, sur des conférences qui ont été animées. Alors, ça peut être autour de la chirurgie, autour de l'éducation thérapeutique, pas mal d'initiatives en santé, et puis apparentées à des actions de santé publique aussi. Et puis, un certain nombre de soirées médicales aussi organisées pour se faire connaître, puisque le travail en équipe, c'est aussi le travail en réseau, et arriver à faciliter les circuits patients entre la ville et l'hôpital. De la même façon, au sein de l'établissement, il y a eu un travail de fait sur les synchronisations des temps médicaux et non médicaux autour de staff, puisque c'est très important de pouvoir maintenir des temps de communication au sein des équipes. Alors, c'était très hétérogène, et ça le reste encore, mais on va dire selon une dynamique de pôle, ça a pu s'organiser avec un travail sur ces staffs médicaux et le fait qu'ils ne viennent pas parasiter par ailleurs les organisations soignantes, puisque dans certains services, c'était plus ou moins bien organisé. Et de la même façon, on a aussi réfléchi sur les temps de transmission, puisqu'on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, mais les rythmes de travail évoluent. Et l'évolution des rythmes de travail fait que les temps de transmission s'amenuisent et qu'on est obligé d'être innovant et créatif sur les modes de transmission, qui soient entre professionnels non médicaux, mais également avec le personnel médical. Donc tout ça nous a occupé pas mal et est encore à parfaire, hein, puisque comme je l'ai dit, c'est pas une dynamique institutionnelle, c'est plutôt une dynamique de pôle. Et puis on est allé sur les espaces de discussion autour du travail, c'est-à-dire le fait de pouvoir remettre le travail au centre des discussions, puisqu'on s'est rendu compte que comme on n'a plus de temps de transmission ou très peu, ça tourne vraiment autour de l'urgence des informations à transmettre pour la prise en charge immédiate du patient ou du résident.
mais que du coup, quand il y avait des situations, qu'elles soient vertueuses ou des situations de problème, ça n'était pas discuté et du coup, ces temps nécessitent un arbitrage méthodologique. Alors, on a réfléchi autour de plusieurs méthodologies possibles, hein, que ce soit les analyses de pratiques professionnelles, le co-développement, il y a plusieurs méthodes. L'idée, c'était de partir tous sur la même méthode avec le souhait que ça puisse du coup permettre aux managers, puisque c'est essentiellement souvent animé par les encadrants, d'être un peu fort méthodologiquement pour pas partir au hasard sur je reviens sur une situation, puisqu'ils sont cadres, ils ne sont pas ni psychologues ni superviseurs. Donc, du coup, vraiment mettre en place cette méthodologie. Donc, au moment où je suis partie, c'était en train de se mettre en place, sachant qu'on a un IFPS à adosser et que les IFPS maîtrisent parfaitement bien les analyses de pratique professionnelle. Voilà. Après, j'insiste aussi sur le fait que ce travail en équipe, il est fondamental et il est aussi apprendre à travailler ensemble. Et c'est un des critères de la qualité de vie et des conditions de travail pour bien perdurer dans un emploi au sein de nos structures hospitalières avec des situations qui sont émotionnellement parfois très douloureuses et que ça nécessite de pouvoir être parlé. Voilà. Merci, Madame Denay. Vous souhaitiez donc ajouter, Madame Ken, certains éléments sur ce travail en équipe. Je réouvre mon micro. Oui, par exemple, alors deux exemples très concrets parmi tant d'autres de ce qu'on a pu mettre en place autour de ça au CHU de Bordeaux, qui prône aussi également ce qu'on appelle nous ici la convergence médico-soignante, qui est un vrai grand axe du projet d'établissement depuis plusieurs années et voilà, sur lequel on entretient la dynamique, voire même on l'accélère pour ceux qui sont encore réticents par rapport à ça. Mais ce sur quoi je voulais surtout revenir, c'était les primes d'engagement collectif, puisque vous le savez, c'est quelque chose qui est prévu par la réglementation depuis 2021. Et donc ça aussi, ça a fait l'objet d'un accord local majoritaire avec les organisations syndicales en fin d'année 2022. Et donc, tout au long de l'année 2023, début d'année 2023, on va dire, on a créé le comité d'engagement collectif pour justement pouvoir déployer le dispositif. Donc, même au niveau du comité, on a souhaité que ce soit une démarche totalement participative, puisqu'en fait, on a lancé un appel à candidature dans l'établissement auprès de l'ensemble des professionnels pour savoir qui avait envie de participer à la dynamique. On a eu énormément de candidats, donc très positif. Ça montre aussi un vrai engagement, une envie de contribuer. Et on a réalisé un tirage au sort en regroupant par famille, en fait, par catégorie professionnelle et par famille de métier, pour qu'on ait la plus grande représentativité possible au sein du comité. Et ensuite, donc, une fois que notre comité a été constitué, la première réunion que j'ai animée, j'ai souhaité qu'on écrive ensemble notre charte de fonctionnement, de vivre ensemble, parce que je souhaitais vraiment que ce soit un groupe où tout le monde se sente à sa place et puisse contribuer dans les meilleures conditions, sachant qu'effectivement, dans ce groupe, il y avait des professionnels vraiment de tout métier différent qui, pour la grande majeure partie d'entre eux, c'était la première fois qu'ils participaient à une démarche institutionnelle. Donc, ils étaient un peu impressionnés par rapport à ça. Donc, c'était vraiment l'idée de les mettre à l'aise et pour qu'ils puissent justement prendre totalement leur place. Donc, on a élaboré cette charte tous ensemble sur des principes de participation, d'écoute, de bienveillance entre les professionnels. Et ensuite, on a pu travailler tous ensemble sur la mise en place des outils, donc à la fois les formulaires pour pouvoir postuler sur ce dispositif d'engagement collectif, le guide pour accompagner les équipes aussi dans la démarche, toute la campagne de communication qu'on a ensuite lancée.
Donc, on s'est lancé à la fin de l'été donc où on a annoncé officiellement dans l'établissement que toutes les équipes qui avaient mené des projets interprofessionnels, collectifs, qui contribuent à améliorer la prise en charge des usagers et la qualité de vie et des conditions de travail des professionnels pouvaient postuler à ce nouveau dispositif. Et pour les accompagner, on leur a proposé, parce que pour postuler, c'était très simple. Il y avait un petit formulaire à remplir, un recto verso, vraiment quelque chose de très simple. Et ensuite, on a organisé le 15 novembre des auditions où on a donc plus d'une 60aine d'équipes qui sont venues nous présenter leur projet collectif. Et pour les préparer à ça, on a mis à disposition des petites vidéos très simples, très courtes, pour leur donner des astuces pour la prise de parole en public. Parce que là aussi, on souhaitait que ce soit vraiment des professionnels de terrain qui viennent nous présenter leur projet, donc des personnes qui n'ont pas l'habitude forcément de prendre la parole en public. Donc, on a voulu les accompagner dans cette démarche et aussi leur permettre, avec un formateur, d'avoir des entraînements, justement, pour pouvoir s'entraîner à faire leur présentation qu'on avait volontairement limité sur un temps très court, en moins de 5 minutes. Et donc, ils ont pu effectivement s'entraîner et venir nous présenter leur projet dans de bonnes conditions le 15 novembre dernier. C'était vraiment très, très, très intéressant, très, très satisfaisant de voir ces presque 60 équipes venir nous présenter leur projet avec autant d'enthousiasme. C'était vraiment un moment très, très, très joyeux, ressourçant et intéressant également pour tout le monde. Donc maintenant, il faut transformer l'essai pour pouvoir aussi communiquer plus largement au-delà de ce comité sur toutes ces belles actions qui ont lieu dans l'établissement et ces professionnels qu'on souhaite valoriser. Donc ça, c'était le premier dispositif. Et ensuite, sur les nouveaux métiers, là, c'est plutôt finalement une démarche à la fois pragmatique, parce que c'est aussi faire face à la situation d'être conscient que on a des difficultés à recruter dans les métiers du soin et que finalement c'est peut-être aussi transformer la crise en opportunité de s'organiser différemment et de réfléchir en tout cas à nos organisations et dans des unités où pour l'ensemble de la prise en charge des patients, on avait toujours recours à des postes infirmiers et aides-soignants. Là, on a mené une démarche d'aller voir vraiment plus précisément quelles étaient toutes ce qu'on appelle les activités afférentes aux soins qui étaient réalisées par les professionnels soignants, qui représentent, quand on l'évalue, parfois près de 50% de leur activité. Donc, c'est énorme. Et donc, ces activités-là, qui ne sont pas du soin pur, que ce soit du soin technique ou relationnel, mais de réfléchir finalement à la façon dont on pouvait s'organiser différemment et confier ces activités-là à d'autres professionnels. Donc, ça peut être par exemple des activités logistiques, des activités liées aux médicaments, des activités liées à la prise en charge de l'accueil et de la sortie des patients et du contact avec les familles. Et donc, une fois qu'on a fait cette analyse-là, identifier précisément les tâches et les compétences qui étaient nécessaires pour les prendre en charge, on a pu expérimenter dans certaines unités des réorganisations qui nous permettent de revoir à la baisse les maquettes organisationnelles purement soignantes, mais en contrepartie d'injecter des postes non soignants, administratifs, logistiques, de préparateurs en pharmacie, pour prendre en charge ces activités afférentes aux soins. Et ça a l'effet positif finalement de permettre aux soignants qui sont présents de se recentrer sur leur cœur de métier et de retrouver du sens dans leur travail, ce qui était une forte demande de leur part. Donc, dans les unités où on a pu concrètement le mettre en œuvre, on a des retours très positifs par rapport à ce dispositif-là également. Eh bien, merci. C'est un grand challenge que vous venez de mener, mesdames. Donc, nous avons pu balayer sur la QVT de trois grands champs,
ce temps de diagnostic, de se poser, de réfléchir avant de se lancer dans un plan d'action ou dans des actions. Je vais essayer de rebrancher ma caméra. Voilà, je ne sais pas si vous voir, voilà. Donc l'accueil et l'intégration, et puis ce travail en équipe en dernier point. Je pense que vous nous avez donné beaucoup d'exemples, beaucoup d'enthousiasme. Un grand merci. Si vous avez quelques questions parmi les participants, donc là c'est quelques documents, mais vous voyez, il faudrait en rajouter plein. Hein. Là, c'était certains documents qui ont été publiés dernièrement, mais il y en a d'autres, ce n'est pas du tout exhaustif. Voilà. Je pense que bon, vous êtes peut-être peu nombreux là, mais pensez que sur 2024, si ce type d'espace, on est dans un espace, là, on est en pure qualité de vie au travail, hein, parmi les participants. C'est un espace où vous pouvez parler du travail, en tout cas vous, RH, comment vous vous êtes approprié dans ces situations de tension hospitalière, repenser le travail pour ces équipes soignantes. N'hésitez pas de revenir vers le CK si vous voulez qu'on poursuive ce type de webinaire, sur quelle thématique de la qualité de vie vous seriez intéressé que l'on continue. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je pense que c'est des temps importants et courts. Hein. Vous avez consacré 1 heure de votre temps, je vous en remercie. Vous avez donné beaucoup d'informations. Donc, ce replay il sera disponible prochainement sur le site du CK, ainsi que ce diaporama. Je ne vois pas de questions qui s'affichent. À moins que je n'ai pas. Non, voilà. Mesdames, je vous donne le dernier mot. Madame Donnet, de par votre engagement depuis 1 an avec nous, et Madame Ken de nous avoir rejoints, un grand merci. Peut-être pour dire le petit mot de la fin, qu'on engage tout le monde bien sûr à mener ces actions dans les établissements, parce qu'aujourd'hui on n'a plus le choix d'en faire l'économie de par la nécessité de maintenir ces personnels motivés au travail, et puis que c'est pas si compliqué que ça part d'une base de bon sens, et que toutes les actions peuvent avoir une vertu QVCT. Si tu peux me permettre d'ajouter, puisque du coup, je suis effectivement en gros sur les 2 établissements, sur l'année dernière le CHU et à partir de maintenant sur Agen-Nérac. Ce que je constate de point commun entre ces 2 établissements, c'est qu'il y a une logique de réflexion sur ce que c'est que la QVCT ou la QVT, peu importe, avec les instituts de formation initiale, quel que soit le métier, évidemment à la taille du CHU sur l'IMS et à la taille d'Agen-Nérac sur l'IFPPS. C'est vraiment la qualité de vie au travail, c'est dès la formation. C'est-à-dire que vraiment, si on travaille cette notion en lien entre les établissements, enfin les instituts de formation et les établissements qui accueillent des stagiaires, on est vraiment dans une bonne dynamique. Et c'est vrai que ce soit sur les moments conviviaux qu'on a pu mener avec Régis Bernard l'année dernière à l'IMS, avec les fameuses Olympiades, mais pas seulement, et ce qu'on peut mener ici avec Madame Chazotte sur les IFPS d'Agen-Nérac, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se noue bien si on accueille bien aussi les professionnels qu'on forme et qu'on a l'intention de vouloir recruter. Vraiment. Donc ça, je crois que c'est un axe à vraiment approfondir pour chaque établissement. Il y a des ressources. Voilà. Il y a beaucoup de ressources et beaucoup de professionnels du métier de la santé qui sont motivés pour continuer cette dynamique. Un grand merci à toutes et à tous. Je ne connais pas exactement l'identité des participants. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On peut aussi, bien sûr, vous mettre en lien avec avec le centre hospitalier d'Agen et du CHU, bien sûr. Et puis, je pense qu'il y a d'autres
expériences à partager et que vous souhaitez que l'on les valorise dans ces webinaires, revenez vers nous. Nous allons terminer. Je vous remercie toutes de votre participation et de votre présence. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Attends, je suis nulle. Je suis nulle.